Madame Bergeron. Et bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Tout d'abord, de la part de Santé Canada, une bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes. Bonheur, paix et de la santé. C'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour la première fois en 2023 avec mes collègues, collègues des docteurs Tam, New et Tunis. Ce matin, nous aimerions faire une mise à jour sur quelques dossiers concernant la santé et la santé publique au pays, tels que la situation face à la COVID-19, les nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation sur la vaccination, les analgésiques pour enfants et la prestation dentaire canadienne. Tout d'abord, et en réponse à l'augmentation subite des cas de COVID-19 en Chine et en raison de la quantité limitée de données épidémiologiques et de données sur les séquences génomiques venant de ce pays, le gouvernement du Canada a temporairement mis en place des exigences de dépistage avant l'embarquement pour les passagers aériens entrant au Canada en provenance de la Chine, de Hong Kong ou de Macao. Depuis le 5 janvier 2023, ces passagers doivent fournir à leur transporteur aérien un résultat négatif à un test de dépistage avant l'embarquement. De plus, à leur arrivée au pays, les voyageurs qui sont passés par ces territoires au cours des 10 derniers jours reçoivent des informations supplémentaires sur la santé publique et ce qu'ils doivent faire s'ils présentent des symptômes du virus. Ce sont là des mesures prudentes à prendre à l'heure actuelle. Une quinzaine d'autres pays, dont les États-Unis, ont aussi adopté ces mesures. Nos actions continueront d'être guidées par la prudence et nous n'hésiterons pas à ajuster ces mesures pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. As the situation evolves, those border measures will be reevaluated. Our actions will continue to be guided by prudence, and we will not hesitate to continue adjusting them to protect the health and safety of Canadians. We're also putting in place additional wastewater pilot projects at the Toronto and Vancouver airports that will focus on direct flights originating from China and Hong Kong. Work is underway with industry partners, and these two projects are expected to start later this month. They will further enhance our ability to track the emergence of variants coming into Canada. These projects will build on the Pan-Canadian Wastewater Surveillance Network, which monitors the spread of COVID-19 in our country and is in collaboration with federal, provincial, territorial, and municipal governments, as well as with many experts across the country. Wastewater monitoring is a key tool for public health surveillance. It can alert public health officials to where diseases like COVID-19 and new variants of concern may be spreading. Earlier this morning, the National Advisory Committee on Immunization published their initial considerations for future COVID-19 booster doses for 2023. I thank NACI for their guidance. This is a good reminder that if you have not received a bivalent booster this fall or winter, it's not too late to get one and get better protected. Boosters remain one of our best defenses against the severe outcomes of COVID-19. We also need to protect the overburdened healthcare workers by doing everything we can to stay healthy. I thank Canadians for contributing to this effort by staying up to date on their vaccinations and continuing to practice individual public health measures, such as wearing a tight-fitting, well-constructed mask and staying home if sick. Earlier last fall, parents and caregivers were particularly concerned about their difficulty to find children's analgesics. As of today, 3.8 million additional bottles of these medicines have been made available to parents and caregivers through increased domestic supply and foreign importation. I also wish to inform parents and caregivers that a major pharmaceutical company, Alon, estimates that an additional 1.1 million bottles will be available at pharmacies and retailers across Canada for the month of January. This is very encouraging news
as we are starting to see some good signals that the overall pediatric analgesic supply situation is starting to improve. We will obviously continue to work very closely with all our partners, including manufacturers and provinces and territories, to address these shortages both in the short and in the longer term. Cela m'amène au dernier sujet nécessitant une mise à jour aujourd'hui. Grâce à la prestation dentaire canadienne, d'abord offerte aux enfants de moins de 12 ans, le gouvernement du Canada aide à réduire les obstacles financiers importants et ainsi permettre aux familles à accéder aux soins dentaires pour leurs enfants dont ils ont besoin. Le processus de demande de la prestation a débuté le 1er décembre dernier et en date du 11 janvier, plus de 90 000 demandes ont été approuvées, aidant ainsi près de 146 000 enfants à afficher leur plus beau sourire et à protéger leur santé. I would be remiss if I didn't give a short update on the discussions taking place between the Canadian government and the provinces and territories on healthcare investments. These discussions continue collaboratively in the best interest of patients and healthcare workers. 5 fundamental areas of shared priorities are our common focus: reducing backlogs and supporting our health workers, enhancing access to family health services, improving mental health services, helping Canadians age in dignity, and modernizing our healthcare system, in part through a better use of data to save lives and increase the quality of care to Canadians. As the Prime Minister has said, we are confident that we're going to get to a good place. I'm personally very optimistic, and I'm looking forward to significant and positive developments in the weeks ahead. Les discussions entre les provinces et les territoires sur les investissements dans les soins de santé progressent bien. Nous continuons tous et toutes à travailler collaborativement dans le meilleur intérêt des patients et des travailleurs de la santé. Nous continuons de nous concentrer sur 5 groupes de priorités que nous partageons tous et toutes: réduire les retards de chirurgie et de diagnostic et soutenir nos travailleurs de la santé, améliorer l'accès aux services de santé familiale, améliorer les services de santé mentale, aider les Canadiens à vieillir dans la dignité et moderniser notre système de soins de santé, entre autres en s'assurant d'un meilleur usage des informations sur la santé pour protéger des vies et améliorer la qualité des soins. Comme l'a dit le Premier ministre, nous sommes convaincus que ce travail collaboratif nous permettra de renforcer notre système de soins de santé public et accessible pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Merci et je laisse maintenant la parole à la Dr Tam. Bonjour à toutes et à tous. Welcome to our first update of 2023. I hope that everyone had an enjoyable holiday season. Public health activities have raised everyone's awareness of healthy habits and ways of living. Let's capitalize on that and focus on preparedness for future public health events, including protecting ourselves from COVID-19 and other circulating respiratory viruses. The latest data indicates that COVID-19 activity continues to fluctuate across the country, while both influenza and RSV have settled into expected seasonal levels. However, the healthcare sector is still recovering from the pressures of these viruses in our population. For this reason, it is still important to do everything we can to prevent severe illness. In its statement released today, the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, reminds us that booster doses of COVID-19 vaccine are an effective tool to reduce the risk of severe illness and death. Taking measures that reduce the likelihood of hospitalization remains important for all of us, since it subsequently affects health system capacity. If a full booster was recommended for you and you haven't got it yet, now is a good time to get a bivalent booster. As we continue to monitor national and international data, including COVID-19 disease rates, but also contextual information like the level of immunity in the population,
We are seeing an increase in the proportion of sequence detections associated with the XBB.1.5 variant. Through whole genome sequencing of clinical specimens, XBB.1.5 is known to have been circulating in Canada at 2.5% during the week of December the 25th to January the 2nd. This proportion is projected to rise to approximately 7% in Canada by mid January. While XBB variants are expected to increase in Canada, it is not known whether the dominant lineage. Nationally, the absolute number of cases is not surging at this time, nor is there evidence of increased severity with this or other variants. In 2022, the Omicron variant resulted in the highest number of infections in Canada to date. Fortunately, over time, there has been a general trend towards decreased severe outcomes, such as critical care admissions and deaths among hospitalized patients. This may reflect the impact of vaccines and infection-induced immunity, changes in the characteristics of the people infected, and changes in circulating strains. Like the winter weather, it can be difficult to predict exactly what we're going to see next, but we do know it's too early to put away our winter coats and boots. Similarly, it's still too early to stop taking the personal protective measures that have helped us weather the COVID storm. At this time of New Year resolutions, public health remains resolute in our commitment to fostering health within our populations by promoting health, preventing disease, illness, and injury to achieve optimal health and well-being for all people living in Canada. Happy and safe Lunar New Year to those who celebrate. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre mise à jour de 2023. Agréable temps des fêtes. Les autorités de santé publique ont sensibilisé toute la population aux habitudes et aux modes de vie sains. Profitons-en pour nous préparer aux prochaines situations touchant à la santé publique et pour nous protéger contre la COVID-19 et les autres virus respiratoires en circulation. Les dernières années indiquent que l'activité de la COVID-19 continue au pays, tandis que la grippe et le virus CHCH se sont stabilisés à leur niveau saisonnier habituel. Toutefois, le secteur de la santé se remet encore des difficultés occasionnées pour la population. C'est pourquoi il est encore important de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les maladies graves. Dans sa déclaration publiée aujourd'hui, le Comité consultatif national de l'immunisation nous rappelle que les doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 sont un moyen efficace de réduire le risque de maladies graves et de décès. Les mesures permettant de réduire le risque d'hospitalisation restent importantes pour nous tous, puisqu'elles ont un impact sur la capacité du système de santé. Si l'on vous a recommandé une dose de rappel à l'automne, mais que vous ne l'avez pas encore reçue, c'est le bon moment pour recevoir une dose de rappel de vaccin bivalent. Notre analyse en continu des données nationales et internationales, notamment les taux rapportés de COVID-19, mais aussi des renseignements contextuels comme le niveau d'immunité de la population, révèlent une augmentation de la proportion du variant XBB.1.5 parmi les séquences détectées. Le séquençage du génome entier d'échantillons cliniques a montré que 2,5% des coronavirus en circulation au Canada pendant la semaine du 25 décembre au 2 janvier correspondaient au variant XBB.1.5. Cette proportion devrait atteindre environ 7% au Canada d'ici la mi-janvier. Malgré l'augmentation prévue des variants XBB au Canada, nous ne savons pas pour le moment s'ils deviendront la lignée dominante. À l'échelle nationale, le nombre absolu de cas n'est pas en hausse à l'heure actuelle et rien ne porte à croire que ce variant ou d'autres nouveaux variants soient associés à une gravité accrue. En 2022, le variant Omicron
a entraîné le nombre d'infections le plus élevé au Canada à ce jour. Heureusement, depuis ce temps, il y a eu une tendance générale à la baisse des complications sérieuses, comme les admissions aux soins intensifs et les décès chez les patients hospitalisés. Il est possible que ce développement soit attribuable à l'immunité acquise par la vaccination et l'infection, au changement des caractéristiques des personnes infectées et à l'évolution des souches en circulation. À l'image de la météo hivernale, il peut être très difficile de prédire exactement les températures à venir, mais nous savons qu'il est trop tôt pour ranger nos manteaux et nos bottes d'hiver. Il est aussi trop tôt pour abandonner les mesures de protection individuelle qui nous ont aidés à affronter la tempête de la COVID-19. En ce temps des résolutions de Nouvel An, la santé publique s'engage à continuer de favoriser la santé de la population par la promotion de la santé et en prévenant les maladies et les blessures, de manière à permettre à toutes les personnes vivant au Canada d'atteindre une santé et un bien-être optimaux. On souhaite un nouvel an lunaire heureux et sécuritaire à ceux et celles qui le fêtent. Merci. Thank you. Miigwech. Donc, on passe aux questions. Désolée, je pensais qu'on avait une autre déclaration. So we'll open the floor for questions. Et première question, on y va avec Raymond Filion de TVA. Au sujet des négociations avec les provinces concernant la santé, vous vous êtes dit il y a quelques instants très optimiste. Alors, est-ce qu'on peut penser, est-ce que vous confirmez que vous êtes près d'un accord avec les provinces? Bien, je suis effectivement optimiste, tout comme le premier ministre l'a aussi dit plus tôt cette semaine, parce qu'il y a eu, oui, un changement de ton, mais certainement aussi un changement de direction au cours des dernières semaines. Je crois que tout le monde maintenant s'entend, y compris les premiers ministres, que l'on doit travailler pour les résultats qui sont importants pour les travailleurs et pour les patients. Ce n'est pas étonnant parce que depuis un an, mes collègues ministres de la Santé et moi-même, on travaille aussi sur ces questions de résultats. On a fait des progrès importants depuis le début de 2022. On a des plans très utiles qui auraient un impact significatif pour les patients et pour les travailleurs s'ils étaient mis en place. Donc, ce que je constate, c'est que de plus en plus, on parle de ce qu'on voudrait faire en matière de résultats additionnels avec les montants additionnels que le premier ministre a signalé qui allaient venir au cours des prochaines années, parce que ce n'est pas des investissements de court terme, ce sont des investissements de long terme qu'il faut faire pour protéger le caractère public, l'accessibilité équitable aux soins de santé qui sont si importants pour les gens à travers le pays. Les montants, est-ce qu'ils seront, selon ce qui est sur la table, à la hauteur des demandes des provinces, c'est-à-dire 35 de leurs coûts en santé? Alors, à nouveau, le focus jusqu'à maintenant, et ça va continuer à être le cas encore pour longtemps, j'espère, c'est un focus sur les résultats et la manière par laquelle le gouvernement canadien peut aider à atteindre ces résultats. Next question is Tom Perry, CBC. Hi, Minister. I'd just like to get that in English. How close do you think you are to a deal with the provinces? And also, if you get a deal overall with the provinces, do you see yourself pursuing bilateral deals with individual provinces and territories on specific points? First, I would like to recognize that there has been significant progress over the last few weeks. I'm positive and optimistic as the Prime Minister is also, as he has signaled earlier this week. And that's because we have seen a shift towards a focus on what matters to Canadians, which are results for the patients and healthcare workers. That's what people want, and that's what I believe premiers also want now. And that's great news for everyone across our country. And great news, I believe, I would also add for the health ministers, my colleagues who've worked so hard in the last year with me and many others, experts and partners across our country to signal how much more we need to do together to achieve the right results for people in the short, but equally importantly in the longer term. Because I might add in passing that what we're seeing now is obviously
to a large extent caused by the severe impact of COVID-19 in the last years. But the pressure on healthcare workers has been there for many years, and that pressure will increase over the years to come. So we need to secure investments in the healthcare system so that we can maintain the publicly funded and equitably accessible healthcare system that so many people want to maintain in this country. If I could ask you and the doctors as well, the World Health Organization is supposed to be meeting again next week to look at whether to lift the COVID-19 related public health emergency of international concern. If they do that, what impact is that going to have here in Canada? Yes, so that's an important deliberation next week. And of course, we are 3 years from the initial emergence of the virus or the reporting of the virus. In Canada, we're already doing what we need to do, I think. And in the upcoming year, we need to continue to monitor the evolution of the virus, the Omicron variant, because it's still spreading quite a bit all over the world, is going to undergo its mutations. I think we are seeing that in real time. Monitoring that is very important because it's likely to increase its immune evasion properties. And we may have to adjust things like vaccine formulation. So that's why it's important to continue to monitor the virus itself. And of course, any very unusual variants might pop up. So that's really important. And as the National Advisory Committee on Immunization today in their statement, reinforcing that if you hadn't had a full booster with the bivalent vaccine, go get it now. We still have a ways to go, even for the 65 plus population. About half of them haven't received a full booster. So there's some work to do. And that will sort of put us into relatively good position moving forwards. And we need to, of course, have ongoing evaluation and figure out what we're going to do for the next fall. So I think certainly continue. We mustn't, I think, let go of the gains that we've had in the last several years, including surveillance systems, the antiviral developments. You got to monitor those in case the virus escapes the effectiveness. And we mustn't reduce the research investments, I think, also on long COVID. We still have to learn about that and how to respond. But I think whatever the decision is made by the Director General of the WHO, I think we just need to keep going with what we're doing now. Prochaine question, Louis Blouin de Radio-Canada. Monsieur le ministre, j'aimerais vous lancer sur les négociations avec les provinces. Pourquoi, à vos yeux, est-ce important de pousser pour une entente sur 10 ans? C'est quoi l'avantage d'une entente sur 10 ans? Écoutez, personne ne va évidemment négocier sur la place publique parce que je pense que ce que les gens veulent, c'est que ces résultats, ces ententes soient atteintes le plus rapidement possible. Mais ce qui est clair, et le premier ministre l'a très bien dit, c'est qu'on sait que les défis de notre système de santé sont des défis de long terme. La population vieillit, les maladies, et la population vieillit, mais la population de travailleurs vieillit aussi. Il y a en passant sur la planète une pénurie grandissante de travailleurs de la santé. Au cours des 7 prochaines années, il va y avoir à peu près 20 millions d'infirmières en matière de pénurie à l'échelle de la planète. Donc, les travailleurs de la santé vont être rares parce que la population entière vieillit. Les maladies chroniques sont de plus en plus importantes. Les cas auxquels doivent travailler les médecins et les infirmières sont de plus en plus complexes. Les gens arrivent avec des maladies multiples. La santé mentale est fortement dégradée. L'impact de notre environnement naturel, la qualité de l'air, les changements climatiques, tout ça aggrave encore davantage les pressions sur le système de santé. Ce sont des forces de long terme. Donc, on sait qu'on va devoir être là à long terme et mes collègues ministres de la Santé le savent aussi. Alors, oui, il va y avoir des investissements de court terme, même si les ressources financières des provinces sont suffisantes pour traiter des urgences de court terme, mais il va y avoir aussi des investissements de long terme parce que les pressions et les défis sur notre système sont des pressions et des défis de long terme.
Est-ce que c'est en promettant des ententes à la pièce que vous avez réussi, à faire avancer les discussions, des ententes à la pièce avec les provinces? Ce que l'on fait, c'est qu'on regarde l'entièreté des pressions auxquelles font face nos patients et nos travailleurs. Et les priorités que j'ai résumées tout à l'heure sont communes. Les mêmes priorités sont constatées, reconnues à travers le pays. Mes collègues ministres de la Santé que j'ai rencontrés à de nombreuses reprises au cours des derniers mois font les mêmes constats. C'est l'accès à des équipes de médecine familiale. Il y a au Canada près de 5 à 6 millions de Canadiens qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou une équipe de médecine familiale. Ce sont les pressions autour des travailleurs, en particulier la rétention des travailleurs, le recrutement aussi et la reconnaissance des compétences de ceux qui ont été formés à l'étranger. L'investissement en santé mentale, de plus en plus, les gens ont une, une série de conditions qui incluent des enjeux de santé mentale, euh, sans parler évidemment du besoin de réduire les retards en chirurgie et diagnostics qui sont considérables en raison de la COVID-19 et qui ont continué de s'accroître au cours des dernières semaines avec ce qu'on a vu dans les hôpitaux. Et en dernier lieu, ce que tout le monde constate aussi, c'est que notre système de santé doit être modernisé par un meilleur accès, un meilleur usage à des données qui permettent de sauver des vies. Il y a partout au pays des progrès significatifs qui doivent être faits pour améliorer la capacité des travailleurs de la santé à travailler ensemble, éviter l'usage des fax, des bouts de papier quand on va chez la pharmacienne ou chez le pharmacien, encourager les équipes à travailler ensemble pour réduire les risques de soins de santé qui ne sont pas sécuritaires, qui ne sont pas livrés suffisamment à temps. Donc, tout ça, ce sont des enjeux technologiques, oui, et surtout les enjeux de protection de la santé des gens et aussi de facilitation du travail des travailleurs de la santé qui souvent ont peur de traiter les gens parce qu'ils n'ont pas accès à suffisamment d'informations sur la santé des gens qu'ils traitent et pas assez d'informations aussi sur ce qui fonctionne en matière de médicaments, de traitements, de technologies pour bien traiter les gens. Donc, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays sur ce dernier point. C'est pour ça que le premier ministre a souligné à plusieurs reprises l'importance d'améliorer la qualité et l'usage des données dont on a absolument besoin pour faire un bon travail à la fois pour les travailleurs et pour les gouvernements. Next question, Glenn McGregor, CDV. Both premiers Ford and Legault have now indicated they're willing to participate in some kind of data sharing arrangement with the federal government on metrics for their performance of their healthcare systems. That we were led to believe was a key stumbling block to the negotiation so far. What are the remaining impediments, and are there other provinces that haven't agreed to that is causing delays in getting this deal done? I believe most people now recognize the importance of data to save lives. In COVID-19, we could have saved more lives if workers, healthcare workers, had better access to data and information on people's health and on the system in general. And therefore, that conversation is around how to protect the lives of people and how to improve the quality of care given to people. That's what the Prime Minister is signaling when he says that he wants a better and a more modern health data system, in part to support the effort that the government of Canada must keep improving and enhancing in supporting provinces and territories in all of the long-term challenges that we know are impacting our healthcare system and our healthcare workers. So I wouldn't be surprised if our premiers admitted that openly in the near future, because all of my colleagues, health ministers, know that really well. We've spent a considerable time in the last year with the leadership of some key provincial health ministers to work on that file, the modernization of our healthcare system, including a more modern health data system. The NDP this week said that no more federal money should flow to the provinces for healthcare if there was privatization, further privatization in the system. Ontario, as you know, is going to start outsourcing more surgery, starting with cataracts and moving on to others as well. Will this be a condition of any increase to the health transfers to the provinces? Is adherence with the Canada Health Act and limitation on further privatization of delivery of services, not just payment? We all have different roles in this country around healthcare. We have the common responsibility of upholding the obligations of the Canada Health Act. The good news is that everyone recognizes that responsibility of upholding those obligations.
and everyone admits that openly. So you've heard that in the recent days. No, we need to maintain public funding. We need to make sure that our healthcare system is equitably accessible to everyone, regardless of where that person may live and regardless of that person's income or financial ability to pay for services. Now, there are there are ways for the federal government to do to make sure that this is done. No, there are penalties that can be imposed, that have been imposed, that will be imposed probably in the future when those obligations are not upheld by provinces and territories. But in my understanding, based on the recent conversations, is that those obligations are well understood and will be upheld by whatever changes to the system that my colleagues in provinces and territories will want to make. Prochaine question, Michel Sabat de la presse canadienne. Bonjour, M. Duclos. Les premiers ministres Legault et Ford sont prêts à partager les données en santé. Comme vous le demandez, c'est drôle, moi aussi j'ai une question sur les transferts. N'est-il pas temps, ne serait-ce pas la moindre des choses, de révéler il y a combien d'argent dans votre mallette? Est-ce que vous pouvez nous dire clairement là, si vous êtes disposé à augmenter les transferts en santé d'un montant équivalent aux 35 des dépenses des provinces en santé? C'est une excellente question et ça parle des moyens pour atteindre des fins. Et c'est ce sur quoi on travaille présentement. La bonne nouvelle, c'est quels sont les résultats sur lesquels on veut travailler. Les ministres de la Santé des provinces et des territoires et moi-même, on y travaille depuis déjà plus qu'1 an. Donc, on est capable de conseiller nos patrons, nos premiers ministres, sur les résultats à atteindre et ensuite, on peut s'entendre sur les moyens que le gouvernement canadien, les moyens additionnels que le gouvernement canadien pourra mettre à la disposition des provinces et territoires pour atteindre ces résultats. Donc, le travail va dans la bonne direction. Je pense qu'on entend tous de plus en plus de la part des premiers ministres une reconnaissance qu'on doit travailler sur des résultats importants pour les travailleurs et pour les patients. Et on espère que ça va continuer à aller comme ça. Y aura-t-il une clause sur la privatisation? La privatisation? Je ne vais pas vous faire l'introduction, mais un peu comme en anglais. D'accord. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que tout le monde reconnaît que nous avons, oui, différents rôles à jouer, mais oui, la même responsabilité à assumer. C'est celle de défendre les obligations que la loi canadienne sur la santé nous impose. D'avoir un système qui est financé publiquement. Les gens ne vont pas consulter avec leur carte de crédit, ils y vont avec leur carte d'assurance maladie et s'assurer que les changements que les provinces et les territoires vont mettre en place sont aussi cohérents avec le principe d'accessibilité équitable. Et on comprend et on entend qu'il y a des préoccupations, comme je disais, légitimes et naturelles autour de la fourniture plus importante de services de soins de santé qui pourraient être faites par le secteur privé. Ce sont des conversations importantes et les détails sont aussi importants. Et on va continuer à suivre ça de tout près parce que tout le monde s'entend sur la responsabilité commune que nous avons à respecter ces obligations et tout le monde a un rôle à jouer pour pouvoir les respecter, ces obligations. Okay, so before we go to the next question, I just want to say to people on Zoom that I can confirm now that we will have time to go to questions on the Zoom because we are going to our last question in the room. So last question in the room is from Mia Rapson, the Canadian Press. Yeah, good morning. Minister Duclos, you keep talking about data and wanting to modernize data, but we haven't heard a lot about what's missing. What exactly is missing in the data that would help improve health outcomes that we don't have now? And what do we need to do to improve that? Well, thank you. Let me give you two numbers, 35% in both cases. 35% is the current percentage of healthcare professionals that can work together by sharing data on the health of a patient. That's only 1/3 of healthcare professionals that can work on the same health information that matters for that patient. But 35% is also the number of people who have access to their electronic medical records. That's a very low number because people know that they need that information to better care for their health. In some cases, this information is needed to care for the health of an elderly person, your parent, your spouse,
you don't have access to your electronic medical record, it's more difficult for you to care for your own health or for the health of your loved ones. And as I mentioned, if pharmacists, lab technicians, uh, general practitioners, specialist physicians, if they can't share data on a patient, then it makes it very difficult for them to provide safe care and adequate care to their patients. So in Canada, we are lagging behind in the term, in the quality and the availability of data that healthcare workers can use. And it can put enormous pressure on healthcare workers too. I hear stories of nurses who are scared to when it comes to look after the health of someone coming into an emergency department because they don't know what the health status of that person is. They don't have access to the recent tests, the drugs that the patient may be taking. They don't know what the earlier health conditions of that patient may be. So they are scared that they can't give the appropriate care to those people coming to an emergency department. Pharmacists sometimes find their work quite hard too. Faxes are still used to share prescription information between prescribers, pharmacists, and therefore that again generates concerns about the safety and the appropriateness of drug medication for the patients that go to see a pharmacist. So there's lots of improvement that we can do. The great news is that some provinces are slightly ahead of others. Great news also is that we have the technology to improve our data system in Canada. Never mind also the important value of data to improve information on the efficiency of treatments, surgeries, drugs, the efficiency of how people work together, team-based environments. All of that information is unfortunately to a large extent lost now because we can't use it and we can't therefore make use of it to improve the quality of care for patients. So there's a lot of good things we can do looking forward because we have all the technology and all the goodwill that we need to make that progress in Canada. Thank you. And before Christmas, there seemed to be a bit of an impasse between your government and the provinces. We all remember the meeting there where we didn't get any kind of real outcome. What was the tipping point that has now allowed progress to be made? Was it that Ontario and Quebec moved on data? Was it something else? What has allowed these negotiations to sort of start up from where they were before Christmas? I think the good news comes from the fact that we are increasingly aligned on the challenges that we health workers are going through, the stress and the lack of care that people sometimes feel and fear in our country, and the fact that those challenges that we're seeing in our healthcare system are long-term challenges. Yes, resources and additional dollars will be provided by the federal government, but they need to be invested in ways that will make a difference in the lives of patients and workers across Canada. So the results, the conversation is stronger now than it used to be just a few weeks and certainly a few months ago. That's great news, and I'm quite optimistic it's going to continue to move in the right direction. Okay, so we'll pass on questions on the Zoom. So first question is from Kelly Critterman from the Globe and Mail. Hi there. Can you hear me okay? Yes, go ahead. Good morning. I wanted to ask Minister Duclos, is there any news on children's medications, specifically pain and fever medications, in terms of the situation in Canada? Are you planning on bringing any imports into Canada? We're hearing about shortages in the United States now, and of course, there could be a second wave of respiratory virus and respiratory illness this winter. Thank you for the question. First, let's acknowledge that the situation has been quite difficult in late 2022 for parents, caregivers, teachers, and obviously for children. There was a shortage of the children's analgesics, which had all sorts of
of bad impacts, including the stress that families felt around those shortages. Now, the second thing I would add is that thanks to the hard work of all those that had to be involved, and that included obviously domestic producers, importators, those that are importing those drugs, the hard work of pharmacists, medical associations, and hospital representatives. Now we were able to share a lot of very precious information among those partners so that they could work better together and increase significantly domestic production. Domestic production in some cases has been multiplied by 4 in the last few months. Yes, there have been special importations of additional drugs, and that has made a significant difference on the importations of over 2 million units of analgesic bottles. So thanks to that great work, imports, but also very significantly increased domestic production, we hear and we see that shortages have started to disappear in the last few weeks. Now, it's not perfect everywhere, but the situation is much better now than it used to be. As I mentioned in my remarks earlier, 3.8 million additional bottles towards the end of 2022, additional to what would have normally been the delivery of analgesics bottles, and then another more than 1 million bottles that will be produced domestically by Haleon just in January, in addition to all of the other domestic production that other companies will also be providing to the market in the next weeks and months to come. Finally, we've seen that drug shortages, in this particular case, because of significantly increase in demand, drug shortages can occur quite rapidly. So I've asked my officials to work with other partners to make sure that we can address those issues in the longer term too, if they do arise. So there are important work that is being done with provinces and territories, domestic producers, pharmacists, wholesalers, so that we are better protected in the future if a situation of that sort were to arise again. Do you have a follow-up? Yes. I wanted to ask, when you talk about data collection, would that be within the provinces themselves collecting data, or would that be a national system of data collection? Well, the most important data collection that needs to take place is in the healthcare system itself. It's data that nurses, physicians, lab technicians, pharmacists can use to increase the safety and the quality of care to people. No, lives can be saved with better data. So in Canada, we don't have yet a modern health data system. We have a system that is unfortunately less good than what we see in other countries. And that's obviously a serious source of concern, because if we did have had access to better data in COVID-19 situations, for instance, we could have saved more people's lives. So we want to step up our game in having a good health data system in Canada for the purposes of better health care to people, and also the purposes of helping workers do the job that is so difficult for them in the absence of appropriate data information on their patients. That's the most important thing we need to do. As we do that, as we improve the quality and availability of data in hospitals, in physician offices, in pharmacists, in pharmacies across Canada, as we do that, then we necessarily give provinces and territories a better idea of how to improve the management of healthcare and where they need to invest their resources. Is it in this particular sector, in that particular technology, for that particular type of drugs? It also gives them better information on how to improve the efficiency and the equity of care to people. And then we can use that nationally, because there is a gain to having national data available to people across Canada.
have the benefit of having a federation of 10 different provinces and 3 territories. When we put those data together, then national experts, doctors, nurses, specialists, they can use those data and advise everyone in Canada on how to provide better access to the most appropriate drugs, the most appropriate time, in the most appropriate way. So it's a great source of progress that we can make when it comes to the, as I said, the quality and the availability of data. OK, donc on y va avec une question de Raphaël Perrault de l'agence UMI et ensuite on aura juste une autre dernière question. Je pense qu'on aura le temps pour l'autre question. Alors, Raphaël Perrault de QMI. Oui, allô, j'espère que vous m'entendez. Oui. Monsieur Duclos, je voulais savoir, bon, les premiers ministres des provinces devraient se rencontrer à Ottawa, c'est ce qu'on entend. Je veux savoir quelles sont les chances que M. Trudeau participe à cette rencontre et quelles sont les chances aussi que ce jour-là, on pense que c'est en février, à la mi-février, quelles sont les chances que ce jour-là soit le jour où on annonce la conclusion d'un accord? Merci. La première chose que je dirais, c'est que le premier ministre Trudeau a toujours dit qu'il avait hâte de pouvoir rencontrer ses premiers ministres et parler ouvertement des défis de notre système de santé et de comment le gouvernement canadien devait et devrait être prêt à être là comme partenaire de court et de long terme. La deuxième chose qu'il a toujours dit et que je répète, c'est qu'avant d'arriver là, il fallait que les ministres de la Santé, appuyés par les premiers ministres des provinces et des territoires, puissent partager les résultats sur lesquels on souhaite travailler en commun. La bonne nouvelle, c'est que ces résultats, entre nous, entre ministres de la Santé, on y travaille depuis déjà plus qu'1 an. Donc, on s'est tous parlé régulièrement et on s'entend tous sur les priorités que j'ai résumées un peu plus tôt. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. À ce niveau, on est prêt à aller rapidement plus loin. Donc, il y a encore du travail à faire, évidemment, entre les premiers ministres et M. Trudeau, avant qu'on aille encore plus loin et qu'on puisse arriver à une entente avec les provinces et territoires, une entente qui va porter, comme on le disait, sur les défis de court terme, mais certainement davantage encore les défis de long terme auxquels on fait face au Canada. D'accord, merci. Et ma deuxième question, en fait, c'est tout simplement savoir, ça a débloqué, il y a beaucoup de progrès, puis ça faisait très longtemps qu'on ne voyait pas autant de progrès dans ce dossier-là qui piétinait depuis plus d'1 an. Je veux savoir, entre les deux, entre le fédéral et les provinces, qui a mis plus d'eau dans son vin jusqu'à maintenant? On met tous les efforts qu'il faut depuis déjà, comme je vous le disais, depuis déjà plus d'1 an, certainement à mon niveau, avec les ministres de la Santé des provinces et des territoires, parce qu'on sert les mêmes patients avec le même argent pour les mêmes objectifs. Donc, on sert exactement les mêmes personnes. On a des rôles différents. Le premier, et une des choses que je dois répéter, qu'on tient à répéter, que le premier ministre répète souvent, c'est qu'on doit respecter les compétences des provinces et des territoires. Ce sont les provinces et les territoires qui ont la responsabilité et le fardeau qui va avec de gérer, de micro-gérer le système de santé à travers le pays. Mais cette responsabilité est partagée parce que le gouvernement canadien a aussi un rôle à jouer en matière d'assurer un financement de long terme et aussi des appuis qui vont au-delà du financement. Un exemple, c'est la planification et l'investissement de la main-d'œuvre au cours des prochaines années au Canada. Vous savez, la main-d'œuvre, c'est un vase communicant. Les gens peuvent se déplacer d'une province à une autre facilement dans une fédération comme la nôtre. Donc, il faut reconnaître que le gouvernement canadien peut offrir des services et un appui en matière de prévoyance de ce qui s'en vient. Au cours des dernières années, malheureusement, les experts nous disent qu'on n'a pas pu prévoir suffisamment bien les besoins en matière de main-d'œuvre au pays et qu'on est maintenant rendu en 2023 et qu'on s'aperçoit qu'il y a des pénuries partout.
de main-d'œuvre. Alors, est-ce que le gouvernement canadien peut aider les provinces et territoires à mieux comprendre les défis de la main-d'œuvre au cours des prochaines années, dans un contexte, comme je le disais, où les gens peuvent se déplacer, les infirmières sont en quantité limitée. Il y a d'autres exemples. L'immigration est un exemple certainement important. La reconnaissance des compétences des travailleurs qui ont été formés à l'étranger, c'est un autre élément sur lequel le gouvernement canadien peut fournir un appui utile aux provinces et territoires. Puis j'en passe parce qu'il y en a beaucoup d'autres que je pourrais aussi mentionner. On a une dernière question. Il reste très peu de temps. Donc, j'encourage réponse courte, question courte, droite au but, réponse le plus droite au but possible. Annie Guillemette de Cogeco. Bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien, vous pouvez y aller. Donc, première question, on va parler juste un petit peu de COVID. On comprend qu'il n'y a pas eu d'hécatombe dans le temps des fêtes comme on l'a connu dans les 2 dernières années. On comprend aussi que la proportion du fameux sous-variant n'est pas très haute par rapport à ce qu'on a vu pour ses prédécesseurs. Est-ce qu'on peut conclure du côté de la santé publique que tout ça, c'est des symptômes, ce sont des symptômes de la fameuse fin de pandémie qu'on attend en tapant du pied depuis longtemps? Excellente question. Merci de la poser et je vais inviter le Dr. New à répondre. Merci pour la question. Ce que je peux vous dire, c'est que non, ce n'est pas la fin de la pandémie. Je pense qu'on a dépassé, comme on a dit, la phase aiguë de la pandémie, mais c'est sûr que le virus continue de circuler au Canada et aussi partout dans le monde. C'est aussi sûr que le virus continue à évoluer. Donc, il faut être toujours prêt à peut-être modifier, adapter notre réponse à l'échelle de la population, mais aussi comme les individuels. On voit qu'il y a toujours les variants, même les variants sont en compétition avec, entre eux-mêmes. Maintenant, c'est le variant peut-être XBB.1.5 qui peut-être va être prédominant. Et c'est toujours une question de continuer avec nos efforts de surveillance, avec des nouveaux outils comme peut-être les eaux usées pour suivre l'évolution et aussi l'épidémiologie de la situation ici au Canada. On voit que c'est une bonne nouvelle qu'on voit que les conséquences graves d'être avec les variants qui sont en circulation actuellement sont moins graves que peut-être comme avant, mais encore les taux d'hospitalisation, les taux d'infection sont encore élevés. Et c'est sûr que c'est très important de souligner à tout le monde que c'est une bonne idée, c'est on n'a pas fait encore d'avoir le dose de rappel comme recommandé par le Comité consultatif national d'immunisation pour l'automne. Et si on n'a pas reçu encore le dose de rappel bivalent, comme c'est recommandé, c'est le bon moment. Parce qu'on voit que c'est quelque chose aussi à suivre. Moi, d'après moi, ce n'est pas comme un virus respiratoire comme peut-être les autres bien établis, comme peut-être la grippe ou même le virus respiratoire syncytial. On commence maintenant à apprendre, à apprécier qu'il y a peut-être des conséquences plus graves à long terme. On continue à apprendre que c'est un virus qui peut attaquer n'importe quel système dans le corps. Donc, c'est quelque chose, il faut toujours faire attention continuer à prendre des mesures de protection pour se protéger parce qu'on voit que peut-être on peut avoir les conséquences plus graves. Donc, je pense qu'on souligne toujours les mêmes messages clés. Gardez à jour votre vaccination, continuez à utiliser comme c'est prudent, peut-être le port d'un masque bien ajusté, bien construit et on va voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne sait pas pour même le futur, les traitements, les recherches continuent d'être importants, même pour les autres peut-être traitements aussi, des vaccins, peut-être il faut modifier, mais en fin de compte, je dis non, ce n'est pas la fin de la pandémie, il faut continuer. Comme j'ai déjà constaté, c'est trop tôt pour, comme dire, pour ranger nos manteaux et nos bottes d'hiver. C'est quelque chose puis pendant le printemps aussi, peut-être pour les mois à suivre. Merci. Merci à vous. Vous n'avez pas de relance?
Je voyais l'heure, je ne pensais pas que j'aurais droit d'en avoir une. Allez-y rapidement, mais oui, Euh, allez-y rapidement, on me fait signe que Encore oui. la COVID, du stock de vaccins. Je comprends qu'on appelle encore pour les doses de rappel, mais la demande est en baisse. Il y a déjà eu quand même un peu de gaspillage de doses au Canada. Est-ce que aujourd'hui, M. Duclos, on a des chiffres sur combien on a gaspillé de doses et combien on en a transféré à COVAX? Je vais demander à mon équipe là, de vous envoyer les chiffres précis parce qu'ils ont évolué depuis que j'ai eu le dernier brefage là, en novembre, fin novembre. Donc, si vous le souhaitez, là, si vous le voulez, on pourra vous envoyer les chiffres précis. Ce que je dirais toutefois, c'est que oui, j'ai entendu le mot gaspillage, mais j'aimerais ajouter deux choses. La première, c'est que le fait qu'au Canada, on ait eu accès à des vaccins rapidement et que les gens se soient fait vacciner en nombre, ça a, selon les estimés des experts, sauvé probablement autour de 4 à 500 000 vies. C'est beaucoup de monde qui ne serait plus ici et dont on, malheureusement, on vivrait le deuil si on n'avait pas eu des vaccins aussi rapidement, plus rapidement que la grande majorité des pays comparables. En plus de ça, ce que l'on sait, c'est que chaque jour de retard dans la disponibilité de ces vaccins aurait coûté à peu près 1 milliard de dollars en revenus pour les Canadiens. 1 milliard de dollars pour chaque jour de retard si on n'avait pas eu accès à ces vaccins. Alors, vous voyez que, oui, il peut peut-être eu, évidemment, il y a eu plusieurs millions de vaccins qui n'ont pas pu être utilisés, qui n'ont pas pu être envoyés non plus à l'étranger, parce qu'à l'étranger, évidemment, la situation est la même. Maintenant, les vaccins sont largement disponibles, mais 1 milliard de dollars de pertes par jour, si on n'avait pas eu accès à des vaccins de qualité, c'est quelque chose qui aurait fait très mal à l'économie et aux Canadiens. Voilà, c'est ce qui met fin à ce point de presse. Thanks everyone. Have a good day.